Zemmour, Éric, 63 ans, candidat à l'élection présidentielle avec votre nouveau parti Reconquête. C'est votre première campagne. Bonjour et bienvenue Éric Zemmour. Bonjour. Nous allons donc voyager dans les archives de l'INA pour tenter de cerner votre ADN. Première apparition à la télévision en 1995, vous avez 37 ans, éditorialiste à Info Matin. Vous venez d'écrire un livre sur Édouard Balladur, Immobile à grands pas. Et Michel Cotta vous a invité à sa revue de presse sur France 2. Tous les hommes politiques ont à peu près les mêmes idées et que tous pensent exactement à peu près ce qu'il faut faire. Mais la différence, et là nous devons nous adapter et eux-mêmes doivent s'adapter, c'est que la différence va se faire sur la façon de le faire, c'est-à-dire sur le style, sur le tempérament, sur le courage. La différence, elle se fait sur les remèdes apportés. Excusez-moi, mais la différence, elle peut se faire sur les remèdes apportés à une crise qui existe. Non, parce qu'il y a manière d'apporter ces remèdes. Il y a la manière lente, douce, qui est plutôt prudente, et il y a la manière en forme de rupture. Tout ça ne change pas un iota au chômage. Mais si, ça change beaucoup. Parce que ça dépend comment on le fait. Mais si, ça dépend comment on le fait. Ça dépend pour le moment, je veux dire. Non, mais les 35 heures que même Lionel Jospin au Parti Socialiste n'adoptera pas. On en parle. Non, mais quand par exemple on dit réduction des charges sociales, il y a manière et manière de le faire. Voilà, qui paye et comment on le fait. Est-ce qu'on le fait brusquement? Est-ce qu'on le fait en lissant sur 10 ans? C'est pas la même chose. C'est intéressant parce que vous ramenez les politiques à une question de style, à une différence de forme. Vous ne diriez plus ça aujourd'hui. Deux choses. D'abord, à quel point j'étais mal habillé. J'ai un peu honte, rétrospectivement. Première chose. Deuxième chose, nous sommes en 95, vous l'avez dit. Hein. Ouais. Donc nous sommes 3 ans après Maastricht. Après le référendum sur Maastricht, après, si vous voulez, je pense que ce que je dis à l'époque est tout à fait conforme à la réalité. C'est-à-dire qu'à partir de Maastricht, il n'y a plus eu de vraie différence entre la droite et la gauche. Vous savez, vous connaissez le mot célèbre de Philippe Séguin, la droite et la gauche sont des boutiquiers ou des détaillants qui se fournissent aux mêmes grossistes, l'Europe. Donc ce que j'ai voulu dire là, c'est ça. C'est-à-dire que l'Europe, la construction européenne, Maastricht, les pertes de souveraineté que cela a occasionné, la mondialisation, tout cela fait ressembler les politiques, fait se rapprocher les politiques et que tout est question de forme. Donc effectivement, pourquoi je ne le dirais plus aujourd'hui ? Je ne le dirais plus aujourd'hui non pas parce que c'est faux, puisque sur les politiques économiques, franchement, ça n'a jamais été aussi vrai. Et d'ailleurs, tous les Français ont fini par se rendre compte de cela. Je me rappelle que déjà, dans la campagne de 2002, Jean-Pierre Chevènement disait Jospin pour dire Jospin et Chirac, c'était la même chose. Donc, c'est une réalité qui a petit à petit, s'est imposée. On sait bien que François Hollande a été très critiqué à gauche parce qu'il faisait finalement la même politique que la droite. Et la droite a été très critiquée aussi parce qu'elle faisait la même politique que la gauche. Donc, je dirais toujours cela, mais en revanche, la nouveauté, et c'est sans doute justement le sens de ma candidature, c'est que je pense que nous sommes sortis de la discussion économique et que nous sommes rentrés dans la discussion identitaire. C'est-à-dire que la question n'est plus, comme depuis l'après-guerre jusqu'aux années 90, comment on répartit la richesse, comment on répartit la croissance, plus ou moins, comment l'État intervient plus ou moins dans l'économie. Bref, on est sorti d'une discussion économique et sociale. Comprenez-moi bien, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de questions économiques, qu'il n'y a plus de questions sociales. Tout ça existe encore. Mais comme cœur, selon moi, de la vie du pays, c'est la question identitaire qui se pose, la question de la survie de la France, de la question du grand remplacement, toutes ces questions que j'ai posées dans cette présidentielle et qui, pour moi, déterminent le destin de la France dans les décennies à venir. On va reparler de politique, mais on va continuer de dérouler le fil de vos apparitions télé, de votre carrière médiatique. Épisode décisif, l'apparition en 2006 d'un essai sous forme de pamphlet, Le Premier Sexe, qui vous donne l'occasion de ferrailler sur les plateaux de télévision et notamment
sur celui de Thierry Ardisson face à la militante féministe Clémentine Autain. Dans la psychologie masculine, quand on admire une femme, on a d'autant plus de mal à la désirer. C'est l'éternel masculin. À partir du moment où, c'est pour ça que les hommes inventent des parades machistes, c'est pour ça qu'ils inventent la prostitution, c'est pour ça qu'ils inventent un cinéma en fait machiste pour oublier qu'ils aiment et qu'ils admirent. Parce que Stendhal explique magnifiquement que quand on aime une femme, on n'ose pas la toucher, on la divinise, on la sacralise. Voilà. C'est la mère, dirait Freud. Mais non, mais c'est la femme et la puissance. Mais oui, mais évidemment. Et alors? Et vous voulez pas changer? Et alors? Mais on ne peut pas changer. C'est une émission qui a changé votre destin médiatique, le cours de votre vie? On peut dire ça, oui, pour une raison simple. C'est d'abord que le livre a eu un grand succès et que dans les spectateurs de cette émission, il y avait Catherine Barma, qui était la productrice d'Ardisson et qui était aussi la productrice de Laurent Ruquier. Et donc, c'est ce qui l'a incité à me proposer quelques mois plus tard d'être chroniqueur dans l'émission qui commençait en septembre 2006, qu'est On n'est pas couché, et qui, effectivement, m'a fait connaître au grand public. Mais c'est intéressant de revoir ça, parce que je pense que, vous savez, je m'inscris tout à fait dans une tradition journalistique française. Si vous voulez résumer, je pense qu'il y a deux traditions journalistiques. La tradition journalistique anglo-saxonne qui privilégie le fait, la recherche du fait, voire du scoop, et la tradition française, journalistique française, qui repose sur le mot, sur l'élégance de la phrase, sur le mot qui claque, le pamphlet, une tradition française qui s'enracine très loin dans le passé. On pourrait faire naître d'ailleurs ça dans le fameux texte, vous savez, de Pascal, qui défend ses amis jansénistes persécutés par les jésuites et par le roi, avec un brio indépassable. C'est toute la tradition française qui remonte de Pascal à Voltaire, à Zola, vous voyez, à Léon Daudet, de droite et de gauche. L'important étant le mot qui claque, le mot qui saigne. Et je pense que je suis l'héritier, de cette tradition-là. Et ce livre est tout à fait typique de cette tradition française, du pamphlet, vous voyez, du texte qui pousse dans ses retranchements et qui est là pour faire réfléchir par l'élégance du verbe, enfin en tout cas le côté spectaculaire du verbe. C'est vrai, mais sur le fond du sujet, de votre propos, c'est-à-dire l'image des femmes, la place des femmes, tout cela a occupé dans ces années-là une place de choix dans vos saillies polémiques sur les plateaux. Les hommes font tout ce qu'ils peuvent pour réaliser ce programme ambitieux, devenir une femme comme les autres. Les valeurs dominantes dans la société qui sont adoptées par les hommes sont toutes des valeurs traditionnellement féminines. Vous savez bien, c'est la paix, pas la guerre, le consensus, pas l'autorité, la précaution, pas le risque, etc. Et on voit pour la politique, c'est très intéressant, les femmes arrivées dans une profession, au même moment, le pouvoir déserte la politique. Vous dites, l'homme est un prédateur sexuel, un conquérant. Mais c'est une incitation au viol, ça, non? Au viol? Non, pas du tout. Ah non, un prédateur sexuel, c'est quand même des mots qui sont lourds, qui sont chargés. Mais tout à fait, vous avez tout à fait raison. Je continue à penser qu'il y a de la violence dans le rapport sexuel entre hommes et femmes. C'est une violence civilisée. En se levant, il me dit « Ah, mais vous allez me remercier autrement ». Et là, il me fourre sa langue dans ma bouche. Et là, c'est inattendu, dégoûtant, immonde. Diable, quel raccourci. Je ne sais pas qui est cette dame. C'est une des 8 femmes qui vous accusent d'agression ou de harcèlement. Pas de plainte déposée contre vous, je le précise. Merci de le préciser. Mais pourquoi avoir seulement répondu que cela relevait de votre vie privée? Parce que je n'ai jamais agressé de femme. On veut faire passer, si vous voulez, on veut un continuum entre
un comportement qui est apparemment mis en cause et une réflexion. Moi, si vous voulez, je ne considère que je n'ai jamais agressé de femme, c'est tout. Maintenant, c'est d'ailleurs assez, comment vous dire, c'est grave de faire cela parce que ça comment vous dire ça, les vraies femmes agressées, du coup, ça relativise les vraies agressions. Vous voyez, les mots ne veulent plus rien dire. C'est ça que je veux dire. Bon, maintenant, je ne vais pas m'étaler sur ces pseudo-dénonciations. Je voulais sur le fond. Sur le fond, il n'y a rien de choquant dans ce que j'ai dit. C'est simplement, j'analysais des comportements, j'analysais des imaginaires, j'analysais des sociologies, une évolution. J'opposais des valeurs dites masculines à des valeurs dites féminines et la prévalence dans la société contemporaine des valeurs dites féminines. Qui sont portées d'ailleurs par des femmes, mais aussi par des hommes, et qui sont les valeurs de paix, de consensus, comme je l'ai dit dans mes interventions. C'est un constat que font beaucoup de gens. J'ai pas eu le temps de le lire malheureusement parce que je n'ai plus le temps de beaucoup lire pendant cette campagne, mais j'ai vu qu'Emmanuel Todd, universitaire connu à gauche, reprend à peu près les mêmes analyses dans son dernier livre. Vous voyez, ça n'a rien de particulièrement... à l'époque, c'était plus original, c'est tout. Avec beaucoup de critiques aussi pour le bien dernier sûr, livre d'Emmanuel Todd. Vous avez raison. Et vous avez raison. De réponses féministes, mais pas seulement. Votre éclosion politique, maintenant, en images, elle date du 28 septembre 2019, quand vous prenez la parole à la convention de la droite de Marion Maréchal. C'est votre première tribune politique. Les jeunes Français vont-ils accepter de vivre en minorité sur la terre de leurs ancêtres? Si oui, ils méritent leur colonisation. Sinon, ils devront se battre pour leur libération. Alors, ce n'est pas vous faire insulte que de dire que vous êtes loin de la posture du tribun. Vous avez dû apprendre depuis, Éric Zemmour? J'ai progressé, en tout cas, vous me l'accorderez. Moi, vous savez, quand je ne sais pas faire quelque chose, eh ben, je réfléchis, je travaille, je m'améliore. J'ai toujours fait comme ça pour tout. Et donc là, je trouvais ma performance pas à la hauteur de ce que ça aurait dû être. Et donc, depuis, j'ai travaillé et j'ai, je crois, progressé. Vous avez raison, c'était mon premier discours que vous pouvez appeler politique, mais accordez-moi que lors des émissions, on va en parler, lors des émissions par exemple de Ruquier ou d'autres, je faisais déjà de la politique au sens de combat politique, culturel, voilà. Allons à présent explorer vos racines. Vos ancêtres, Éric Zemmour, sont nés en Algérie. Le décret Crémieux de 1870 qui accorde la citoyenneté aux Israélites indigènes d'Algérie en fait des Français. Voici comment le professeur Henri Chemouilly dresse le portrait du Juif d'Algérie. C'est une archive de 71 dans l'émission de Josie Eisenberg, La source de vie. Le jeune Juif d'Algérie était un bon garçon, empli d'un esprit de fraternité, d'un esprit, je redirais, républicain, celui que nous avaient appris nos vieux instituteurs à l'école et que nous transportions dans notre vie juive, puisqu'il était difficile de la transporter ailleurs. Nous la transportions, nous, mais nous n'étions pas reçus ailleurs avec le même amour que nous mettions pour nous y présenter. Le juif algérien, en gros aussi, générosité, un certain humour. Il se permettait même quelquefois d'être anti-juif. Et quelquefois aussi, à l'occasion, courage. Mais ça, je crois que c'est assez entré dans l'histoire. Et on le sait, n'est-ce pas? Il a participé à toutes les grandes actions, à toute la guerre en particulier. Et toujours avec son allant, sa bonne humeur et son amour du travail bien fait, si j'ose dire. Et là, le travail bien fait, je crois que d'autres en parleront, c'était l'amour de la France. Est-ce que cela correspond à votre portrait ou à celui de votre famille? Ah, c'est exactement cela. Vraiment... c'est tout à fait cela, l'amour de la France, l'amour de l'histoire de France, de la littérature française, un amour vraiment sans limite et sans réserve. Oui, des gens profondément gentils,
bons garçons, il a raison, des gens qui ont de l'humour, qui se moquent d'eux-mêmes, c'est ce qu'il appelle anti-juif, c'est-à-dire... Et de leur religion, oui. Oui, exactement, mais de la distance, de l'humour. Je pense que c'est ce qu'on a appris de la France, c'est-à-dire, vous voyez, l'autodérision. Et qui est très juif en même temps, hein, c'est de l'humour juif, on connaît Woody Allen, on connaît tout cela. Ce mélange entre l'esprit juif d'autodérision et l'esprit français d'ironie voltairienne, vous voyez. Ce mélange des deux, ça fait tout à fait l'état d'esprit du juif d'Algérie, qui se moque de lui-même, qui se moque volontiers de ses limites, de ses petits travers, et qui se bat pour la France. Il l'a très bien dit, ce monsieur. Moi, dans ma famille, j'ai beaucoup de gens qui ont été soldats pendant la guerre 14. Mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-oncle étaient soldats. L'un était à Verdun, l'autre était dans les Dardanelles. Et mon père me racontait cela. Je connais toute cette histoire. Oui, un patriotisme chevillé au corps. Je pense que c'est très important. Et aussi une conscience aiguë de ce qui s'est passé en Algérie. C'est-à-dire de cette situation très complexe entre les Français de France, c'est-à-dire les vrais pieds noirs, les Juifs d'Algérie qui se sont agrégés petit à petit, malgré certaines rebuffades, à cette population de pieds noirs, et puis les musulmans qui vivaient à part et qui ont toujours refusé le statut comparable à celui qu'avaient obtenu les Juifs d'Algérie. Dans vos études, vous avez connu l'échec, 2 fois recalé au concours d'entrée de l'ENA, l'École nationale d'administration, en 80 et 81. Vous n'êtes pas le seul. L'ENA, vous savez, c'est un concours, hein. Un concours à l'entrée, un concours à la sortie, on n'apprend pas grand-chose. Hein. Il vaut mieux avoir appris quelque chose avant. Avant l'ENA, le recrutement dans la haute fonction publique, ça se faisait vraiment par caste. Et c'est une école qui est démocratique. Ils savent tout. Ils savent tout, mais le problème, c'est qu'ils en sont convaincus. Beaucoup trop parisiens. Aujourd'hui, en 95, ne pas avoir fait l'ENA, une fois encore, c'est plutôt une force qu'un désavantage. Ce qu'on peut reprocher à l'ENA, c'est l'apprentissage de la prudence, le conformisme de la pensée. Il y en a qui arrivent à s'en sortir, mais ils ne sont pas très nombreux. Ceux qui vous côtoyaient à l'époque disent que ça a été une blessure. Est-ce que c'est toujours le cas? Non, il ne faut pas exagérer, c'est il y a 40 ans. Mais ça a été une blessure. Ça a été une blessure, absolument. Mais vous savez, d'abord, j'ai un tempérament de gagneur, je déteste perdre, que ça soit en sport, que ça soit ailleurs. Et puis, en plus, j'avais l'habitude, entre guillemets, d'être premier de la classe. Et vous savez, tous les gens qui se présentent à l'ENA, ce sont des premiers de la classe. Donc forcément, il y en a qui l'ont, et donc qui sont toujours premiers de la classe. Et quand on ne l'a pas, on se dit, pour une fois, on n'a pas, vous voyez, été conforme à ce qu'on avait été toute son enfance. Donc c'est en cela, évidemment, une blessure. Je ne le nie pas, mais... vous voyez, la vie est passée, l'eau a coulé sous les ponts, j'ai fait d'autres choses, je suis reparti à la base, vous savez, j'étais journaliste de base, j'étais payé chez Philippe Tesson au SMIC, et j'ai gravi les échelons de nouveau. Alors justement, journaliste auprès de Philippe Tesson pour vos débuts en journalisme au Quotidien de Paris, qui présente ainsi sa nouvelle formule en 79, quelques années avant votre embauche. Ce sera toujours le même esprit, c'est-à-dire une espèce de tendance permanente à une provocation bien comprise. Ce qu'on appelle provocation, ça veut dire incitation à la réflexion, ça veut dire bon exercice du jugement critique, ça veut dire indépendance d'esprit de tous les instants, ça veut dire façon claire et assez légère, assez facile de présenter les choses sans les alourdir. Cet esprit-là, il restera le même, c'est celui qui a toujours présidé aux journaux que j'ai fait. Le Quotidien et Tesson, une école de la provocation? Dans le sens où il le dit, c'est-à-dire incitation à réfléchir, c'est-à-dire légèreté, élégance, sens critique. Vous savez, c'est ça, dans le sens où il le dit. Oui, bien sûr, une école magnifique. Et je pense que Philippe Tesson, d'ailleurs, ne recrute pas les gens par hasard.
Il les prend non pas en fonction de leurs idées politiques, mais en fonction de leur sensibilité, de leur capacité à incarner cet esprit. Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, ce qu'il vient de dire, c'est ce que je vous ai dit sur le journalisme français, hérité de Pascal, de Voltaire, etc. C'est la même chose, avec des mots différents. Je pense que, je lui ai dit d'ailleurs un jour, on faisait le dernier journal du 19e siècle, dans le bon sens du terme. Vous voyez, il y avait des plumes formidables, des Dominique Jamais, des Paul Gilbert, des Philippe Tesson, des Stéphane Denis, des gens qui vraiment savaient écrire, qui étaient des fines lames à la fois littéraires et politiques. Et moi, je me suis inscrit naturellement dans ce courant-là, parce que d'abord, j'aimais ça depuis toujours, j'aimais ça avant de rentrer au Quotidien de Paris. Je lisais les grands écrivains français, j'ai toujours voulu écrire, j'ai écrit des livres, j'ai présenté un manuscrit chez Gallimard dans les années 80 qui n'a pas été finalement édité. Vous voyez, c'était en fait, j'ai toujours voulu être journaliste, écrivain, voilà, et donc dans cet esprit-là. Donc pour moi, c'était assez naturel au Quotidien de Paris. D'ailleurs, j'ai trouvé très vite ma place. En 1989, une affaire qui surgit dans l'actualité et qui va changer votre regard et vos convictions, vous nous direz, Creil, l'affaire du voile islamique. L'objet du délit, le foulard, plus précisément le zif marocain que portent Fatima et Leïla selon leurs convictions musulmanes. Je crains en Dieu. Je crains de personne, sauf le Dieu. Je porterai toujours mon foulard jusqu'à ma mort. Fatima et Leïla ont 14 et 13 ans. Elles étudient le Coran chez elles, au tableau noir, depuis l'âge de 3 ans. Elles font leurs 5 prières par jour, mais leur but dans la vie, c'est aussi de réussir à l'école. Moi, je veux continuer mes études, je veux travailler. Fatima et Leïla ne sont pas exclues du collège Georges Havez, mais l'accès leur en est refusé tant qu'elles porteront le foulard pendant les cours. Principe de laïcité oblige. Est-ce cette histoire, ce moment qui font de vous l'homme d'une idée ou d'une obsession, le péril musulman? En tout cas, c'est effectivement avec cette histoire que je comprends que les choses ne vont pas se passer non seulement comme je le croyais jusque-là, mais comme cela s'était passé pour les générations précédentes d'immigrés, c'est-à-dire les Polonais, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Asiatiques même, dans les années 70. Nous n'étions pas des immigrés parce que nous étions français, mais c'était un peu la même logique assimilationniste. Je comprends que l'assimilation à la française va buter sur une autre machine assimilationniste qui est beaucoup plus puissante en vérité, surtout que c'est le moment où la France renonce à ses principes assimilationnistes, qui est l'islam. Et je comprends que il va y avoir un affrontement. Je ne théorise pas encore l'affrontement des civilisations, qui sera théorisé par Huntington, mais c'est un peu l'idée. Je comprends qu'il y a sur notre sol deux civilisations qui vont s'affronter. Vous connaissez le mot célèbre de Malraux, qu'est-ce qu'une civilisation? Tout ce qui s'agrège à une religion. Et à partir du moment où on a ces deux civilisations qui s'affrontent, ça ne peut que mal se terminer. D'ailleurs, on est en 1989, je ne suis pas le seul à comprendre cela. En 1990, donc quelques mois plus tard, il y a une grande convention du RPR et de l'UDF, les deux partis de la droite de l'époque. Il y a Jacques Chirac, il y a Valéry Giscard d'Estaing, il y a Alain Juppé, il y a François Bayrou, il y a François Léotard, il y a le Nicolas Sarkozy. Et cette convention de la droite est sur l'immigration. Et dans les conclusions de cette convention du RPR et de l'UDF, il est écrit que l'islam est incompatible avec la France et qu'on doit arrêter l'immigration, qu'on doit arrêter le regroupement familial. Et Alain Juppé lui-même dit la France ne peut pas être le sol où il y a deux civilisations,
Il ne peut pas y avoir deux civilisations sur son sol, il ne peut y en avoir qu'une. Donc c'est exactement tout ce que je dis aujourd'hui, 30 ans plus tard. Je ne dis pas autre chose. Et effectivement, parce que je pense que c'est la vérité et que c'est la cause majeure du drame français d'aujourd'hui, c'est la cause majeure de cette violence qui s'est développée depuis en France, c'est la base du mal-être français, de toutes ces enclaves étrangères qui prolifèrent en France, et effectivement, si vous voulez, je comprends à ce moment-là tout ce que je dis aujourd'hui et que je vais approfondir depuis lors. Voilà. Voyons, pour cette campagne, Éric Zemmour, qui sont vos mentors? Alors, deux exemples puisés à l'étranger. D'abord, Donald Trump, qui a fait l'essentiel de sa campagne de 2016 sur une seule promesse. Zéro tolérance contre les immigrés illégaux. Devant ses partisans, le candidat réaffirme son principal argument de campagne: construire un mur entre le Mexique et les États-Unis. Un mur qu'il ferait même payer aux Mexicains. Les Mexicains sont de bonnes personnes, de bons dirigeants, mais ils vont payer le mur. Le premier jour, nous commencerons à travailler sur un mur impénétrable, imposant, grand, puissant, beau, à la frontière du Sud. Est-ce que vous vous êtes inspiré de sa stratégie du message unique répété de bout en bout? Non. Vous savez, s'il n'est pas le seul. Nicolas Sarkozy déjà disait cela, qu'il fallait répéter un seul message. Quelques-uns, disons, pour Sarkozy. Oui, oui, mais je veux dire, vous voyez, c'est un classique de la présidentielle. D'ailleurs, Trump lui-même parlait aussi de réindustrialisation. Mais effectivement, il avait axé sa campagne là-dessus. Je n'ai pas attendu Trump pour penser que c'était la question fondamentale pour le destin de la France. Ce n'est pas de la tactique ce que je fais, ce n'est pas pour imiter Donald Trump. C'est parce que, si vous voulez, j'ai attendu vainement, vous voyez, depuis, je vous disais, 1990, la Convention de la droite, j'ai attendu vainement qu'un homme politique, je dirais traditionnel, se lève et fasse la campagne que j'ai faite depuis 6 mois. J'ai attendu 30 ans. J'ai quand même montré une certaine patience. Et arrivé là, je me suis dit qu'aucun ne le ferait. Donc, je me suis décidé à le faire moi-même. Lui n'a pas brillé lors de ses campagnes électorales, mais il vous a longtemps impressionné et, d'une certaine façon, inspiré. Vladimir Poutine. En 2014, il vient d'annexer la Crimée, vous l'avez désigné homme de l'année et vous vous en expliquez à l'émission C'est à vous. Moi d'abord, j'estime que c'est un patriote russe et que pour ça, il défend les intérêts de son pays et c'est ça que j'admire d'abord chez lui, comme j'admirais le général de Gaulle qui était un patriote français qui défendait ses intérêts. Je ne dis pas que Poutine est le général de Gaulle, hein, je vous rassure, mais c'est ça que je veux dire. Bon, il est là pour ça, pour défendre les intérêts de son pays. Deuxièmement, je pense que l'Europe a fait un pas de clair avec cet accord d'association avec l'Ukraine. Je suis désolé, il ne faut pas oublier que l'Ukraine et la Russie, depuis des siècles, sont ensemble, que la Russie estime que l'Ukraine lui appartient, que la Crimée est russe depuis le XVIIIe siècle. Et l'Ukraine, géographiquement, est en Europe. Mais la Russie aussi. Une partie de la Russie aussi. Est-ce que... il y a beaucoup de questions, mais j'ai envie de vous demander, est-ce qu'au contraire, au vu de cette guerre absurde, criminelle et destructrice pour son propre pays, Poutine n'apparaît pas comme un piètre patriote? En tout cas, manifestement, il s'est trompé s'il pensait qu'il allait gagner une guerre éclair. D'où ma question. Absolument. Donc, si vous voulez... il faut voir que ce que je disais là, beaucoup de gens le disaient à l'époque. Hein. Nicolas Sarkozy le disait, Jacques Chirac l'avait dit bien avant moi. Pas avec le côté admiratif que vous lui donnez. Oh, je vous assure que si.
Vous savez, c'est Jacques Chirac qui lui remet la Légion d'honneur, Poutine qui lui remet aussi la plus grande médaille russe. Ils avaient vraiment une très grande amitié l'un pour l'autre. Nicolas Sarkozy aussi a fait des éloges de Vladimir Poutine et de la Russie. Non, franchement, et François Fillon aussi. D'ailleurs, ce n'est pas... Sans approuver l'annexion de la Crimée. Si, même Sarkozy a approuvé la Il a demandé la levée des sanctions, mais il n'approuvait pas la... Non, je vous assure. Non, je vous assure qu'il a... Non, mais franchement, l'annexion de la Crimée, on peut la critiquer parce que c'est un acte militaire. Mais on ne peut pas nier que la Crimée était russe depuis la tsarine Catherine II. Oui. C'est comme la Lorraine en France, c'est à peu près la même époque, vous voyez, au XVIIIe siècle. Bon, voilà, ça c'est un fait. C'est une violation de souveraineté. Oui, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Mais on est d'accord. Mais vous m'accordez qu'elle était russe depuis le XVIIIe siècle et qu'elle a été donnée, vous connaissez les circonstances, un soir de beuverie par Khrouchtchev, qui l'a donnée à l'Ukraine à une époque où de toute façon, Ukraine, Russie, tout ça c'était dans l'ensemble soviétique. Il faut remettre dans le contexte pour être tout à fait honnête. Voilà. Donc maintenant, effectivement, Poutine s'est trompé. Poutine n'a pas eu la guerre éclair dont il rêvait. Si vous voulez, voilà, je continue de penser qu'on pouvait éviter cette guerre. Si on avait décidé, si les Américains avaient accepté que l'Ukraine ne fût jamais... on ne pouvait jamais prévoir l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN et qu'elle avait un statut, en gros, de neutralité. Vous avez vu dans Le Figaro la semaine dernière, Maurice Gourdeau-Montagne, le conseiller diplomatique de Jacques Chirac, qui a révélé que c'est ce qu'avait proposé Jacques Chirac en 2006 et que la Russie avait accepté et que les Américains ont alors refusé au nom de la fameuse théorie dite de la porte ouverte qui prévoit toujours plus d'avancées vers l'Est de l'OTAN. On va revenir à De Gaulle dans quelques minutes, et au soviétisme d'ailleurs. Avant cela, une Madeleine que nous avons choisie pour vous. C'est un personnage de littérature, Lucien de Rubempré, le héros d'Illusions perdues de Balzac, dont vous avez repris le nom pour baptiser la maison d'édition qui a édité votre dernier livre. Rubempré, un jeune provincial qui monte à Paris, rêve d'être écrivain et devient journaliste. Cela ne fait pas le poids. Mais enfin, monsieur, je vous entends parler d'un livre comme d'un paquet de café ou d'un sac de pommes de terre. La peine, le talent, la vie d'un homme sont dans un livre. Cela ne compte pas. Un livre est une marchandise. Perdez vos illusions, jeune homme. Le talent, c'est un nom. Faites-vous d'abord un nom. Et revenez alors avec votre talent. Nous lirons peut-être pas vos ouvrages, mais on vous les paiera. Monsieur. On voit bien ce qui vous fascine chez Rubempré, sa fulgurante ascension sociale, mais... Non, pas seulement, si vous me permettez. Alors, je vous en prie. Son talent littéraire, souvenez-vous qu'il a vraiment du talent littéraire. Son talent de journaliste, car il perce très vite. Son culot. Son culot, absolument, mais c'est pas ce qui me fascine le plus. Et puis Paris, vous oubliez l'essentiel. C'est-à-dire Paris, la France, la littérature, la langue française, cette vie à Paris. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que moi, depuis que je suis jeune, quand je me balade dans Paris et que je vois tel immeuble, tel monument, je me dis, ah bah là, c'est tel roman de Balzac, là, c'est tel roman de Stendhal, oui. Là, c'est Louis XVI a été guillotiné là, là, Bonaparte a mis ses canons. Vous voyez, Paris, la France. Mais Paris, avant de retourner à Angoulême, parce que sa gloire à Rubempré n'a duré qu'1 an. Avez-vous oublié sa déchéance et son destin tragique? Mais non, je n'ai pas oublié, mais accordez-moi que même s'il échoue, et s'il échoue piteusement, il est quand même un personnage plus romantique et plus charmant que Rastignac, qui lui réussit, puisqu'il deviendra ministre, mais qui renonce à tout, qui devient un politicien cynique,
accordez-moi que quand on a 14 ans, quand je découvre donc ce livre, Rubempré, c'est quand même plus fascinant et plus séduisant que d'aimer Rubempré plutôt que d'aimer Rastignac, ou même que d'aimer Vautrin, le bandit de grand chemin, cynique. Et évidemment que c'est Vautrin qui a raison, évidemment que c'est Rastignac qui a raison, et ce sont eux qui gagnent. Mais quand on est adolescent, on préfère les beaux vaincus aux vainqueurs cyniques. Voilà, même s'il finit mal. Voilà. Un homme que vous avez très souvent cité dans cette campagne, un grand homme donc. 1961, après l'édification du mur de Berlin, Charles de Gaulle à propos de l'impérialisme soviétique. Que les soviets cessent de menacer, qu'ils aident la détente à s'établir au lieu de l'empêcher, qu'ils favorisent une atmosphère internationale pacifique, tandis qu'ils la rendent étouffante, alors il sera possible aux trois puissances de l'Occident d'étudier avec eux tous les problèmes du monde et notamment celui de l'Allemagne. Dans ce De Gaulle-là qui, entre Washington et Moscou, a toujours choisi son camp, atlantiste, vous vous reconnaissez aussi? Ah, je pense que vous vous trompez sur un mot, simplement, toujours. Lequel? Toujours. Le mot toujours. Dans votre phrase, c'est le mot toujours qui est faux. On est en 61. Le général de Gaulle a proposé aux Américains, depuis 1958, une direction à 3 de l'OTAN. États-Unis, Angleterre, France. Les Américains vont rejeter cette proposition avec mépris. Puis, le général de Gaulle, en 1963, propose une alliance avec l'Allemagne d'Adenauer. Une alliance qui s'émanciperait de la tutelle américaine. Les Allemands, au Parlement allemand, font voter un préambule à ce texte d'alliance entre la France et l'Allemagne qui rappelle que l'alliance privilégiée de l'Allemagne, c'est l'OTAN et les États-Unis. Fureur du général de Gaulle qui dit à Alain Peyrefitte que les alliances, les traités sont faits pour ce que vivent les roses, c'est-à-dire le temps d'une journée. D'accord, Éric. Attendez, j'ai pas fini. Ah, j'ai pas fini parce que si vous voulez, il faut remettre tout dans ce contexte. Non, mais moi je vous parlais en pas. 1900, vous auriez pu. Attendez. Vous auriez pu. Mais attendez. Vous auriez pu reprendre un autre discours en 1967 du même général de Gaulle à Phnom Penh, dans lequel il fustige l'impérialisme américain. Donc, le général de Gaulle, il a une pensée complète que vous ne pouvez pas réduire à 1 minute dans une conférence de presse en 1961. Absolument, mais je maintiens ma phrase. Dans les périodes de tension, de confrontation... Non, la crise des missiles de Cuba en 62 aussi. Une Ah non, ça fait 2 déjà. Quel autre Mur de Berlin, on vient de passer l'extrait. C'est la même période, tout ça. En 1968. Dans les périodes de tension entre Washington et Moscou, il a toujours choisi son camp, qui était celui des Américains. En 1944, il va voir Staline pour justement se rapprocher de la Russie, de Staline, vous m'entendez, parce qu'il veut s'émanciper des Américains. En 1968, lorsque les chars soviétiques rentrent à Prague, il continue sa politique qu'il appelait à l'époque détente, entente, coopération avec l'Est. Il va en visite officielle en Roumanie pour continuer justement à essayer de se rapprocher de l'Est. Donc, pardonnez-moi, oui, il est un allié fidèle de l'Occident, de l'Amérique, parce qu'il sait qu'il ne veut pas se retrouver soumis à l'impérialisme soviétique communiste. À l'époque, ils sont communistes, il ne faut jamais l'oublier. Mais en revanche, dès que la menace communiste s'effondre, et même avant, puisque même alors que les chars russes rentrent à Prague
à l'été 1968. Il veut absolument s'émanciper de la tutelle américaine. Et je pense, si vous voulez, que, sans faire parler un mort, si après la chute du mur de Berlin, après la chute du communisme, il aurait proposé, comme d'ailleurs l'a fait François Mitterrand, vous voyez, une confédération qui correspondait le mieux à sa vision de l'Europe, comme il avait dit lui-même, de l'Atlantique à l'Oural. Vous voyez, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Donc, le général, ne faites pas du général de Gaulle un atlantiste. Ne faites pas du général de Gaulle quelqu'un qui est soumis aux États-Unis, qui n'est pas soumis d'ailleurs à la Russie et encore moins à l'URSS. C'est quelqu'un, c'est un patriote français qui défend l'indépendance de la France et qui pense que l'indépendance de la France s'affirmera mieux à équidistance des impérialismes américains et russes et soviétiques. C'est ça la stratégie du général de Gaulle et c'est celle dans laquelle je me suis toujours inscrite. Personne n'a dit qu'il était soumis, mais je ne suis pas certain du mot équidistance que vous venez de prononcer. Mais je pense que vous avez tort. Rubrique suivante. 180 degrés, la séquence des changements de cap. Vous avez voté, vous l'avez dit, pour François Mitterrand en 1981. Et plus étonnant encore, vous avez voté à nouveau pour lui en 88. Vous aviez pourtant le choix entre un candidat issu de la droite classique, Jacques Chirac, extrait de leur affrontement de l'entre-deux tours. Je souhaite, Monsieur Mitterrand, que vous et votre parti ayez la même conception de l'impartialité de l'État que celle que j'ai toujours eue et qu'a toujours eu le mouvement auquel j'appartiens. Je vous ai observé pendant 2 ans. Vous me donnez là un bien mauvais exemple. Mais je ne veux pas m'engager davantage. Moi, je vous appelle et je ne fais aucune observation particulière sur votre façon de vous exprimer. Vous en avez le droit. Moi, je continue de vous appeler Monsieur le Premier ministre, puisque c'est comme cela que je vous ai appelé pendant 2 ans, et que vous l'êtes. Eh bien, en tant que Premier ministre, j'ai constaté que vous aviez, et c'est bien juste de le dire, de très réelles qualités. Vous n'êtes pas celle de l'impartialité, ni du sens de la justice dans la conduite de l'État. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Pourquoi Mitterrand et pas Chirac? D'abord parce que je viens... si vous voulez, comme j'avais voté Mitterrand en 81, socialement, je me sentais dans si vous voulez, le camp des petits, d'où je venais. Vous voyez, c'était une sociologie. Et j'avais l'impression du mépris de classe de Giscard à l'époque. Et en 88, je n'avais pas confiance dans Chirac. D'ailleurs, j'ai écrit plus tard des livres assez... L'homme qui ne s'aimait pas. L'homme qui ne s'aimait pas. C'était en 2002. Exactement. Et je n'avais pas confiance en lui, je n'avais pas confiance en ses revirements incessants. Et vous avez plus confiance en Mitterrand? Non, non, pas du tout, pas du tout. Non, vous avez raison. Je n'avais pas plus confiance en Mitterrand, mais il fallait bien choisir. Je cherchais ma voie. Je vais vous dire, honnêtement, en 88, je n'ai pas encore trouvé ma voie politique. D'ailleurs, tout ça est assez cohérent, puisque on a vu au début de notre conversation le basculement qu'a été pour moi 1989. Puis ensuite, donc, il y a eu 89, le voile de Creil, puis ensuite il y a eu 92, le référendum sur Maastricht, où là, je m'inscris petit à petit, au fur et à mesure de la campagne, dans le camp du non. Vous voyez, ensuite, il y a une logique dans tout ça. Rubrique 0 pointé à présent. Des provocations, des excès, nous n'avons pas eu de mal à en trouver. Certains vous ont même mené devant les tribunaux. 3 condamnations, plusieurs procédures toujours en cours. Éric Zemmour esquisse un sourire. Le chroniqueur se veut confiant, mais se refuse à tout commentaire. À la barre, le journaliste est combatif. Il maintient les propos qu'il a tenus en mars dernier lors d'un débat télévisé. Poursuivi pour diffamation, il n'y a pourtant rien de condamnable aux yeux d'Éric Zemmour. La parole d'Éric
Zemmour n'a jamais été une parole raciste. C'est une parole libre. La société a évolué et a changé. Le seuil de tolérance n'est plus le même. Eh bien, s'agissant des propos d'Éric Zemmour, c'est exactement la même chose. Nous ne voulons pas, évidemment, jeter l'anathème sur Éric Zemmour. C'est pas ça le sujet. La question est de savoir quelle est celle de la responsabilité d'un meneur de débat ou d'un chroniqueur qui est un leader d'opinion. N'a-t-il pas, en même temps que des droits, des devoirs ? Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui en conflit contre la justice? Non, je ne suis pas en conflit contre la justice. Vous savez, vous avez dit j'étais condamné 3 fois. Non. 2 fois définitivement. Oui, mais... Et 1 fois... Attendez. Avec une procédure en appel. Voilà. Et la première fois, j'ai été condamné en 2011. Je n'ai pas voulu faire appel. Oui, c'est vrai. D'accord. La deuxième fois, j'ai été condamné, vous avez raison, définitivement, mais en France. Ma procédure continue devant la Cour européenne des droits de l'homme, mais peu importe. La première fois, donc la seule fois, la vraie condamnation, la véritable condamnation, pardon, c'est pour avoir dit que la plupart des délinquants étaient noirs et arabes. Dans un débat, franchement, toute la France pense ça aujourd'hui. Tout le monde le sait. Je n'ai été condamné que pour avoir dit la vérité. Donc je ne suis pas en conflit avec la justice, je ne suis en tout cas pas en conflit avec la vérité. Et je ne suis pas en conflit avec ce que pense le peuple français. Maintenant, il y a effectivement 2 choses. Une loi qui a été une loi dite Pleven de 72, qui a été dévoyée par des juges de gauche pour en faire une arme politique, pour ostraciser et pour punir des propos contre l'immigration, qui dénoncent la délinquance étrangère ou la délinquance immigrée. D'où ma question sur votre guerre contre la justice. Non, c'est pas une guerre. C'est simplement que je pense... sont politisés de gauche. Et... Ah oui, alors si vous voulez contre eux, je suis dans un conflit politique, puisque eux-mêmes font de la politique et instrumentalisent la justice pour me combattre politiquement. Donc moi, je les combats politiquement, si vous voulez. Une archive que nous proposons à tous les candidats, celle de l'alerte verte. C'est l'élection présidentielle de 1974. Vous avez 16 ans, peut-être vous souvenez-vous de ce candidat en pilo vert rouge. Monsieur Dumont avec le verre d'eau. Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. À lundi, je vous dis au revoir et j'espère vous revoir pour vous expliquer notre projet global d'avenir. Merci, mes amis. Il passait pour un hurluberlu à l'époque, mais il n'avait pas tort. Il a fait un coup absolument magnifique. Je m'en souviens très bien parce que j'étais passionné de politique à l'époque. Et donc je suivais ça avec passion. Je suivais tous les débats politiques. Il y avait Giscard, Mitterrand, etc. et tous les autres. Mais ça ne vous a pas ancré dans l'écologie pour autant? Non, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, il se trompait. Il disait avant la fin du siècle. On est 20 ans après le siècle et on ne manque pas d'eau et personne ne manque d'eau. Alors qu'il y ait des problèmes écologiques, qu'il y ait un réchauffement climatique, très bien, mais je veux dire très mal, mais en tout cas, il se trompait dans la prédiction. De quelques décennies seulement. Comment? De quelques décennies. Mais vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Moi, je ne pense pas qu'on manquera d'eau. Je crois à 2 choses. Je crois à l'adaptabilité infinie de l'espèce humaine, et je crois au génie humain qui va trouver des solutions techniques, comme il a toujours trouvé pour se sortir des situations qui paraissent des impasses. Donc, si vous voulez, je crois profondément. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, de crises, voyez, de catastrophes. Mais moi, je pense, si vous voulez, que la catastrophe qui menace la France, ce n'est pas une catastrophe écologique, mais c'est une catastrophe démographique. Et c'est un remplacement de population et un remplacement de civilisation sur notre sol. Je pense qu'en 2050, la population française sera à majorité musulmane, voire africaine, et que donc ça ne sera plus la France. Et que c'est pour cela que je me suis présenté à l'élection présidentielle, et c'est pour cela que je me bats, pour empêcher cela.
Vous voyez, chacun a ses catastrophes, ses prédictions. Moi, c'est la catastrophe que je vois venir et qui me taraude le plus, parce que je suis attaché d'abord à la France. Enfin, une rencontre. En voyageant dans les archives de l'INA, nous avons retrouvé ce moment d'histoire de la télévision et de la France. Nous sommes en 1976. La célèbre émission Les Dossiers de l'écran consacre un débat à Pétain. C'est la première fois que ce sujet est débattu à la télévision française. Sur le plateau, l'avocat du maréchal Pétain, Jacques Izorni, face à des résistants comme Henri Freinet et Pierre-Henri Tedjen. Il faut voir ce que ça a été sur le terrain, la collaboration. On arrache les petits-enfants juifs à leurs parents. Et ce sont des gendarmes français et des miliciens français de Vichy qui participent à ces rafles. On en met 4000 au camp de Drancy. De mes yeux, j'ai vu débarquer pendant des semaines des trains au camp de Gurs dans les Basses-Pyrénées. Des gosses de 4 à 12 ans, par centaines et par centaines toutes les semaines, pleurant, hébétés. On n'avait pas pris leur nom, on ne savait pas le nom de leurs parents. Des gendarmes français les poussaient dans le camp, comme un troupeau, des pauvres petits mômes, tout seuls, pleurant, hurlant, appelant leur mère. Et qu'est-ce qu'on en a fait au nom de la collaboration, sous le nom du maréchal Pétain, sous sa responsabilité politique et morale? Qu'est-ce qu'on en a fait, tous ces petits juifs? Eh bien, dans les semaines qui ont suivi, on les a renvoyés aux Allemands pour qu'ils les brûlent à Mauthausen et à Auschwitz. C'était ça, la collaboration. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout cela est vrai. Je voudrais simplement rappeler, je ne le nie pas, je ne l'ai jamais nié. Je voulais simplement rappeler que la France avait perdu la guerre en 1940 et qu'à partir de là, elle était soumise à l'Allemagne. Et que donc, quand les policiers français arrêtent les enfants juifs, c'est sur ordre des Allemands. Par ailleurs, ce que j'ai simplement dit, c'est que ces juifs étaient des juifs étrangers. Ça ne veut pas dire qu'évidemment, il fallait les tuer, ça ne veut pas dire qu'il fallait évidemment leur prendre leurs enfants, etc. Vous connaissez l'histoire. Mais je connais très bien cette histoire. Les Allemands n'avaient pas réclamé les enfants. Mais attendez. Les Allemands n'avaient pas réclamé les enfants. Mais ils voulaient, soyez justes. Les Allemands voulaient beaucoup plus de juifs. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Les Français leur en donnaient beaucoup moins. Les Allemands étaient furieux d'ailleurs, même pour la rafle du Veldi. Mais tout ça est dérisoire par rapport à la mort de tous ces enfants, à la mort de tous ces gens, etc. Ce que j'ai dit simplement, vous savez, moi, les querelles historiques m'intéressent, me passionnent. Alors, j'ai parlé de ce sujet, j'ai dit ce que j'avais à en dire, j'ai expliqué la situation, je continue de penser ce que je pense. Ça ne veut pas dire que je réhabilite Pétain comme tous les imbéciles disent. Ça veut dire que j'essaye d'être objectif historiquement. Après, on peut ne pas être d'accord avec moi. Et pour d'autres sujets aussi, je peux parler des heures de la conquête de la Russie par Napoléon, je peux parler des heures de Jeanne d'Arc, etc. Il faut pouvoir parler de sujets historiques. D'ailleurs, vous voyez, à l'époque, on peut parler comme ça, librement et sereinement, de tous ces sujets, même si c'est affreux et même si c'est horrible. Ça n'était pas si serein que ça sur ce en tout cas, on plateau parlait. Et sur cette émission. Accordez-moi que ce n'était pas censuré. Non, ça n'était pas censuré. Voilà. C'est tout ce que je dis. Les témoins de l'époque il y avait des survivants. Mais bien sûr, je comprends. Mais tout ça, mais vous savez, tout ça est évidemment horrible. Je ne vais pas commencer à me dire que tout ça est négligeable. Je n'ai jamais dit cela. J'ai essayé de faire la part des choses et d'expliquer une situation historique. Au terme de cet ADN de ce voyage dans les archives de l'INA, y a-t-il un morceau essentiel de votre ADN, Éric Zemmour, que nous aurions oublié d'évoquer? Écoutez,
Non, je réfléchis. J'ai été étonné que si vous relancez ma carrière, entre guillemets, médiatique, vous n'aviez pas parlé, il n'y a pas eu d'exemple pris dans les émissions dont n'est pas couché de Laurent Ruquier, qui était quand même parfois assez spectaculaire et assez amusante. C'est vrai. Voilà, c'était pour détendre, parce qu'on s'amusait bien, et je crois que les spectateurs s'amusaient bien. Et il y avait en plus... on faisait à la fois de la politique et on défendait avec Nolo une certaine idée de la littérature, de l'art, et je pense que ce n'était pas négligeable. D'ailleurs, pour vous amuser, j'ai retrouvé beaucoup aujourd'hui de jeunes gens qui m'ont découvert à ce moment-là et qui me disent qu'ils ont été formés par moi politiquement, culturellement. Et je dirais que j'avoue que ça me fait plaisir. Vous voyez, j'ai éduqué, entre guillemets, comme un grand frère ou comme un père, toute une génération de jeunes gens à qui j'ai transmis mon amour de la France, mon amour de l'histoire, mon amour des grands hommes de notre pays. Après, voilà, et je pense que ça, c'est quand même quelque chose dont je suis fier. Merci. Merci à vous. Éric Zemmour.